Bonjour, c'est Samy de Paléo Facile. Dans ce quatrième épisode, on va présenter ce que c'est que le cadre alimentaire paléo. Ce cadre qui va nous permettre de comprendre et de réfléchir sur les aliments. Dans les épisodes précédents, on a vu ce que c'était que le mouvement paléo. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de comprendre comment les hypothèses évolutionnaires permettent de nous guider dans le choix de nos aliments. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un guide? La raison, c'est, prenons simplement PubMed. PubMed, c'est la base de données bibliographique, ou l'une des bases de données bibliographiques les plus populaires dans le milieu de la biomédecine et de la santé. Cette base de données contient 22 millions de références à des articles scientifiques. En fait, plus que 22. Ce que ça veut dire, c'est qu'un chercheur qui passe son temps à lire des études, qui va lire, disons, 1000 papiers par an, va se retrouver à la fin de sa vie à être passé à travers 0,1% de la littérature. Donc, ce qu'on a besoin, c'est qu'on a besoin de quelque chose qui nous fournit une assez bonne approximation de ce qui est bon pour nous, ce qui va nous donner ensuite un point de départ pour commencer à jouer avec le choix des aliments. Le cadre paléo. Alors, ce qu'on va présenter, c'est trois choses majeures. En premier, la théorie du Perfect Health Diet, qui est un livre sur le sujet, qui présente, entre autres, la théorie des auteurs sur la maladie, la santé et l'âge, puis le lien avec l'alimentation. Ensuite, on va présenter le cadre nutritionnel du livre It Starts with Food, qui nous donne des grands principes grâce auxquels on peut évaluer les aliments. Ces grands principes sont a priori non controversés et puis pourraient s'appliquer à n'importe quel type de régime. Enfin, on va présenter la réponse paléo à ce cadre. Ce cadre pose dans le fond des questions. On va présenter les réponses qu'apporte paléo. Alors, parlons de la théorie du Perfect Health Diet. Le Perfect Health Diet, déjà, c'est quoi une théorie? Une théorie, c'est un ensemble d'explications, de notions qui vont être cohérentes avec l'observation et qui vont nous permettre de faire des prévisions, des prédictions. Alors, leur théorie sur le sujet, c'est que les maladies et les problèmes de santé sont largement causés par des déficiences en nutriments qui ont un impact sur le système immunitaire, par l'empoisonnement par des toxines et en particulier des toxines alimentaires. Ce que peu de personnes savent, c'est que la plupart des aliments, notamment provenant des plantes, sont bourrés de toxines. Et ce qu'il faut trouver, c'est quoi les toxines auxquelles on est mal adapté, et puis essayer d'éviter ces toxines qui nous posent des challenges au niveau de la santé. Si on prend par exemple les céréales, là on va avoir le gluten qui est une toxine, on va avoir la gliadine qui agit comme une opioïde qui rend le blé addictif, on va avoir le WGA, le Wheat Germ Agglutinin, qui va faire des dommages à l'intestin et interférer avec l'action de la vitamine D qui va saboter entre guillemets le système immunitaire et faire la promotion des infections chroniques. Dans les légumineuses, on va avoir les lectines, on va avoir les alpha-amylases, donc les inhibiteurs alpha-amylase. Puis c'est pour cela qu'on va avoir beaucoup de personnes qui vont être allergiques au soja, des personnes qui vont être allergiques aux peanuts, les peanuts étant des légumineuses. Puis enfin, le troisième point, c'est ces maladies, ces problèmes de santé sont largement aussi causés par des infections chroniques, bactéries, virus, fungi, protozoa, vers parasitiques. Ce livre, la Perfect Health Diet, autour de ça, ils ont réussi à créer une assez grande communauté qui a essayé cette approche. Et donc les personnes
ont utilisé ça reportent des améliorations au niveau de l'obésité, au niveau des migraines, des reflux acides, des problèmes de sommeil, d'humeur instable, de dépression, anxiété, troubles de personnalité borderline, de l'hypothyroïdisme, l'acné, les yeux secs, des problèmes de traumatisme crânien, le syndrome de Stein-Leventhal, de l'aménorrhée, de l'infertilité, des allergies, de la constipation, des maladies inflammatoires chroniques intestinales, de l'arthrite, hypertension artérielle, syndrome de Raynaud. Les gens qui ont essayé ce type d'approche, il y en a une partie qui ont réussi à avoir du succès avec ça. Encore une fois, ça prouve rien. Ça prouve rien d'un point de vue scientifique. Mais ce que ça montre, c'est que ce genre d'approche permet de faire des prédictions sur qu'est-ce qui va nous permettre de guérir, au moins dans certains cas. Puis on va simplement revenir sur l'un des principes d'Hippocrate, qui est le père de la médecine moderne. En 460 avant Jésus-Christ, il disait déjà que l'aliment soit ta seule médecine. Donc là, en 2013, on commence à retrouver ça. On commence à redécouvrir la capacité de récupération du corps. Puis on se dit, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas essayer de travailler avec notre corps pour lui donner les outils pour qu'il puisse justement se débarrasser des problèmes de santé. Et enfin, ce que pensent donc Paul Jaminet et Xing-Shu Jaminet, c'est que l'âge, souvent quand on dit c'est l'âge, c'est la trentaine, c'est la quarantaine, c'est la cinquantaine, c'est souvent des problèmes dus à des maladies infectieuses qui sont aggravées par une mauvaise alimentation. Parlons maintenant du cadre nutritionnel. Le cadre, it starts with food, donc ce sont des grands principes. Ces grands principes, il y en a 4. Le premier, c'est il faut qu'on choisisse des aliments qui font la promotion d'une réponse psychologique saine. Pourquoi on parle de réponse psychologique saine? Parce que il y a énormément d'aliments, notamment les aliments industriels, qui vont nous fournir une réponse psychologique déraisonnable, une récompense alimentaire au niveau du cerveau qui est déraisonnable par rapport à l'apport en nutriments de cet aliment. En deuxième, on va choisir des aliments qui font la promotion d'une réponse hormonale saine. Le corps, c'est une machine qui répond aux hormones. Donc, si certains aliments viennent dérégler les hormones, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas grand-chose qui fonctionne correctement. En troisième, on va choisir des aliments qui supportent la santé du petit intestin. Donc, le petit intestin étant le pilier du système immunitaire. Puis donc, on va choisir des aliments qui supportent notre fonction immunitaire, puis qui minimisent l'inflammation. Ça, c'est encore abstrait là comme principe. Il va nous falloir plusieurs vidéos pour aborder chacun de ces points-là. Mais c'est les grands principes sur lesquels on va s'appuyer pour évaluer quels sont les bons aliments, quels sont les mauvais aliments. Puis on va chercher à éviter de sursimplifier les aliments. On va s'interdire de dire des choses comme je mange du blé complet parce qu'il y a des fibres, ou je bois du lait pour le calcium. On va prendre les aliments comme étant des aliments qui ont un certain profil, puis on va mettre certains aliments ensemble, mais pour faire quelque chose de complet. Mais on ne va pas s'attacher à... On n'est pas en train de manger des pilules, on n'est pas en train de manger des nutriments, on mange des aliments. Et le point qui est important sur cet aspect de nutriments, c'est parce que il y a une différence entre la quantité d'un nutriment dans un aliment, puis la capacité du corps à l'assimiler. C'est pas parce qu'un aliment contient énormément d'un nutriment donné, d'une vitamine donnée, que le corps est nécessairement capable d'aller chercher ce nutriment. Les principes paléo. Alors, ces principes, on peut voir ça comme donc, des réponses, parce que c'est les réponses qui sont apportées par le mouvement paléo pour
nous permettre de choisir des aliments qui nous fournissent une réponse psychologique saine, qui vont nous fournir une réponse hormonale saine, qui vont supporter la santé du petit intestin et puis supporter notre fonction immunitaire et minimiser l'inflammation. Alors, ces réponses, c'est quoi? En premier, c'est d'optimiser nos sources d'énergie. Ça s'appelle la macronutrition. C'est quoi la macronutrition? C'est tous les compounds chimiques qui sont consommés en grande quantité et qui sont nécessaires pour la croissance, pour le métabolisme et pour les autres fonctions du corps. Donc en fait, c'est ce qui nous donne de l'énergie et de la structure. Donc, les macronutriments, il y en a trois sortes. On a les protéines, on a les graisses et on a les hydrates de carbone. Les hydrates de carbone étant tout le reste, tout ce qui n'est pas protéines et graisses, c'est-à-dire tout ce qui va être décomposé au moment de la digestion en sucre, en sucre plus simple. Donc, pour abréger, on va pas parler d'hydrates de carbone, on va parler de carbs. C'est l'abréviation pour rendre ça un petit peu plus fluide. Ce que suggère le mouvement paléo au niveau de la macronutrition, c'est d'une part de ne pas avoir peur des graisses. De deux, dans les graisses, de mettre l'accent sur les graisses qui sont saturées et les graisses qui sont monoinsaturées. Donc, les graisses saturées, ce sont toutes les graisses animales, comme le beurre, et les graisses tropicales, comme l'huile de coco. Puis les monoinsaturées, ça va être l'huile d'olive. Ce qu'on va chercher à faire, c'est réduire les graisses qui sont polyinsaturées, parce qu'elles nous fournissent, donc les graisses polyinsaturées créent de l'inflammation dans le corps. Et puis on va préférer le glucose et l'amidon. Donc ça va être les sucres qui vont venir, par exemple des féculents, des sucres lents, comparés au fructose, qui vont être les sucres de maïs, les choses comme ça. En deuxième, ce qu'on va chercher à faire, c'est d'éviter les toxines alimentaires. Alors, c'est quoi les toxines alimentaires? C'est donc déjà tous les excès de sucre. S'il y a une chose à retenir là-dedans, c'est en premier les excès de sucre, et en particulier le fructose et le High Fructose Corn Syrup, HFCS, comme on peut lire à pas mal d'endroits. Ces excès de fructose sont un poison absolument incroyable. Ça empoisonne le corps, ça empoisonne le cerveau, ça va empoisonner le foie, qui va transformer le fructose en graisse, ça va ruiner le profil lipidique et donc augmenter les risques d'attaque cardiaque, d'hypertension artérielle, d'obésité, de cirrhose. Donc ça fait la même chose que finalement les problèmes d'alcoolisme. Si en plus vous mêlez donc du fructose avec des graisses polyinsaturées, celles qu'on essaie d'éviter, là vous avez toutes les chances d'arriver à un moment donné à avoir le syndrome métabolique. Le fructose va ruiner les reins. Et en plus de ça, il va nourrir les bactéries. Il va nourrir les infections. Les cellules du corps ne sont pas capables d'utiliser le fructose comme une source d'énergie. Par contre, il y a énormément d'infections qui sont capables d'utiliser le fructose. Donc, quand vous donnez à votre corps du fructose, vous donnez en fait à ces infections le plaisir de pouvoir grandir en paix. En deuxième, on va éviter les toxines. En fait, on va éviter les huiles végétales industrielles, donc les graisses polyinsaturées. Donc ça va être tout ce qui est huile de maïs, de tournesol, de colza, de canola, donc toutes ces huiles qui contiennent beaucoup trop de polyinsaturés oméga 6. On va chercher à les éviter, et puis encore plus avec le fructose. Donc ces deux choses-là
c'est vraiment crucial. On va ensuite chercher à éviter les céréales qui contiennent énormément de toxines et aussi les légumineuses, notamment les légumineuses mal préparées. On reviendra là-dessus sur d'autres vidéos. On va éviter tout ce qui est nourriture industrielle, qui est prépackagée, qui est raffinée et qui contient toujours du sucre, des graisses polyinsaturées, du blé, du maïs et des choses qu'on ne comprend pas. Et on va avoir une petite zone grise au niveau des nightshades, donc les solanacées. Donc ça va être tout ce qui est tomates, poivrons, aubergines. Ça, je le mets ici, mais c'est beaucoup plus rare d'avoir les personnes qui ont des intolérances aux solanacées. Ça représente plutôt la minorité. Mais c'est bon de le dire que c'est aussi ces tomates, ces poivrons, ces aubergines contiennent un certain nombre de toxines et qu'elles peuvent être problématiques pour certaines personnes. On va enfin chercher à bien se nourrir, c'est-à-dire la micronutrition. C'est quoi la micronutrition? Ce sont tous les compounds chimiques qui sont essentiels, mais qui sont nécessaires en petite quantité, qui permettent d'avoir des fonctions biologiques importantes comme la protection contre les radicaux libres, qui vont permettre d'améliorer la réponse immunitaire, qui vont permettre de réparer l'ADN. Donc ça va être tout ce qui va être les vitamines, les minéraux, les phytonutriments comme la bêta-carotène, les flavonoïdes, les antioxydants. Donc c'est toutes ces vitamines, ces minéraux qui sont essentiels, mais qu'on a besoin en beaucoup plus petite quantité. Ils ne nous fournissent pas d'énergie. Ce qu'on va chercher aussi à faire, c'est essayer de privilégier des aliments qui ont une certaine densité nutritionnelle. Alors c'est quoi une densité nutritionnelle? C'est des aliments qui contiennent le plus possible de micronutriments. Et à ce sujet, c'est extrêmement important de comprendre aussi si vous choisissez d'utiliser des indices de densité nutritionnelle, il y en a quelques-uns, puis il y a notamment un de ceux-là qui a été présenté qui s'appelle le Kraken Score lors d'une conférence sur la santé ancestrale, le Ancestral Health Symposium en 2012. Ce qu'il faut faire attention, c'est de choisir des indices de densité nutritionnelle qui sont honnêtes scientifiquement. Il y en a beaucoup de ces indices qui sont tout simplement basés sur des agendas idéologiques. Puis c'est extrêmement facile de dire, bon bah, si on veut privilégier un certain type d'aliment, on regarde ce qu'il y a dans ces aliments-là. Et puis on fait un index basé là-dessus. Et on va dire, bon bah, on va donner un biais aux aliments qu'on a choisis d'avance, qui étaient les bons aliments. Le but de la densité nutritionnelle, c'est de regarder vraiment idéalement les nutriments qui sont déjà reconnus comme étant essentiels et à partir de ça, de pouvoir faire des choix qui sont éduqués. Donc, en résumé là-dedans, et tout ça là, donc là c'est extrêmement dense. On va revenir là, on va pouvoir faire des vidéos sur chacun de ces sujets-là. Mais en résumé, on va chercher à manger des aliments le plus naturel possible. On va manger plus de graisse, et là aussi, on va expliquer pourquoi. On va expliquer d'une part les arguments évolutionnaires et puis les arguments baqués par la science moderne. Mais on va chercher à manger plus de graisse. On va éviter tout ce qui est toxines, donc les céréales, donc finalement les grains et les légumineuses, qui contiennent des protéines qui sont à la fois allergènes et immunogéniques, qui ont une palatabilité, c'est-à-dire qui donnent une récompense alimentaire au cerveau complètement déraisonnable. Puis on va chercher à privilégier les aliments qui sont denses en nutriments. Alors maintenant, j'ai juste présenté quelques petits principes.
qui vont nous permettre d'éviter le fascisme alimentaire. Le premier, c'est le principe de Pareto. Pareto, c'est un économiste italien qui a sorti une règle qui disait que ce qu'on remarque en général dans tous les domaines, c'est qu'on a 80% des résultats auxquels on arrive avec seulement 20% de l'effort. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas nécessairement besoin de tout faire à 100% pour déjà voir une certaine amélioration. De deux, on va avoir le principe de hormésis. Le principe de hormésis, c'est qu'on a une réponse souvent favorable de stimulation des défenses biologiques quand on fournit des faibles doses de toxines ou d'autres sources de stress. Ce que ça veut dire, c'est qu'un agent qui est polluant, qui est une toxine, ça se peut qu'il ait un effet opposé à un corps qui a développé des bonnes défenses biologiques. Ce que ça veut dire dans notre contexte, c'est que c'est correct, c'est complètement correct de se donner un cheat day, un jour où on va tricher, une fois de temps en temps. C'est correct, d'une part en l'absence de conditions médicales plus graves comme Hashimoto, la maladie cœliaque. Puis c'est correct, idéalement après le défi 30 jours dont on a parlé. Ce défi 30 jours permettant justement de comprendre soi-même qu'est-ce que ça veut dire de se libérer de toutes ces toxines. Ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est qu'on a posé les bases des principes qui nous permettent d'évaluer la qualité des aliments, qui vont la réponse paléo à ça. Et on va pouvoir maintenant entamer une discussion sur qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. D'une part, quel choix du ratio de macronutriments on fait. On va avoir par exemple une version Very Low Carb, VLC, ou une version Low Carb, qui va être la version CrossFit. Alors le CrossFit, c'est un mouvement sportif qui a été lancé par un ancien gymnaste qui combine force athlétique, haltérophilie, gymnastique et sport d'endurance. Au CrossFit, la plupart des coachs vont promouvoir une approche paléo, low carb ou very low carb, c'est-à-dire on va on va prendre des glucides en petite quantité, et puis on va appliquer le principe de on doit mériter nos carbs, on doit mériter nos glucides. Si on fait pas de sport, on va prendre du very low carb. Si on fait plus de sport, on va prendre un low carb, carb modéré. Cette version, c'est une version qui est riche en graisse, qui est modérée en protéines, puis qui est faible ou très faible en carbs. On a une autre version, qui est la version du Perfect Health Diet, qui peut être vue comme la version pour des personnes en santé. C'est la version standard. Une version qui va être riche en graisse, qui va être modérée en carbs, puis qui va être faible en protéines. On va aussi avoir une autre version, qui est la version Nutritional Ketosis, qu'on ne doit pas confondre avec la kétoacidosis diabétique, qui est quelque chose de complètement différent. La Nutritional Ketosis, c'est le fait ça va être l'état du corps quand on va réduire à la fois les protéines et les carbs. Donc on se retrouve avec quelque chose qui est très riche en graisse, qui est faible en carbs, puis qui est faible en protéines. Ce qui va se passer dans le corps à ces moments-là, c'est que le corps va se mettre à vivre sur des ketone bodies, il va être en cétose. Le cerveau va fonctionner sur un fuel différent, les cellules du corps aussi. Et c'est un régime qui a été trouvé comme étant thérapeutique pour énormément de conditions, comme des conditions métaboliques, comme les paquet de conditions liées au cerveau, l'épilepsie, schizophrénie, troubles bipolaires, dépression, psychose et migraines. Donc là-dedans, l'idée c'est que les ketone bodies vont nourrir ces neurones. On va ensuite avoir un choix sur le type de graisse. Donc si on mange plus ou moins de monoinsaturés, ou si on va prendre plus de saturés tropical, ou si on va choisir des saturés animales, quel mix on fait dans tout ça. On va avoir
pouvoir jouer au niveau de l'inclusion ou non des aliments qui sont en zone grise, comme les produits laitiers et même possiblement les œufs que certaines personnes sont visiblement sensibles aux œufs. Au niveau aussi des nightshades, les solanacées, les tomates, les poivrons, les aubergines, qui sont potentiellement un problème pour quelques personnes, mais qui pour la majeure partie des personnes ne sont pas du tout un problème. Et on va pouvoir jouer avec ce qu'on va pouvoir appeler le life hacking, c'est-à-dire faire des choses pour essayer d'optimiser son corps. Alors, on va avoir le jeûne intermittent euh, qui permet qui a un paquet d'avantages, et on va avoir un paquet de wonder food comme le foie, le cerveau, les bouillons d'eau qui vont fournir énormément de nutriments au corps et puis qui permettent d'optimiser sa condition. Alors, je vous remercie de votre écoute sur cet épisode qui était plus long que la moyenne. Ce que j'espère, c'est que cet épisode a permis d'avoir une idée globale de à quoi ressemble ce cas de paléo. Alors, pour le moment, vous n'avez pas encore d'éléments pour juger de est-ce que les réponses apportées par Paléo font du sens ou pas. Ça va venir dans de prochaines vidéos. Mais déjà, ça donne une idée globale, une idée à partir de laquelle on va construire. Et c'est normal si certaines choses que vous n'avez pas eu le temps de complètement comprendre, on va revenir sur chacun de ces points-là. Mais le but, c'était de donner une vue globale. Donc, vous pouvez retrouver toujours toutes les vidéos sur paléofacile.com. Vous avez toutes les références des points que j'ai abordés donc, sur le lien des références, la présentation. Puis comme d'habitude, tout ce que je dis ne constitue pas un conseil médical personnalisé. Je ne suis pas médecin, donc n'entreprenez pas de changement alimentaire sans en parler à votre professionnel de la santé. Et je vous remercie de votre écoute.